Les Drexar n'ont pas conquis des planètes. Ils les ont anéantis. Chaque transmission annonçant leur approche se terminait par les mêmes 3 mots. Fuyez, ils sont là. Des civilisations entières ont disparu du jour au lendemain. Pas de diplomatie, pas de pitié, juste le feu du ciel et des ruines noircies. Et pendant un temps interminable, la galaxie est restée inerte. Le Conseil des 11, composé des espèces extraterrestres les plus avancées du quadrant, a choisi la survie plutôt que la résistance. Évacuer et battre en retraite, ont-ils dit, préserver le savoir. Attendre que la tempête passe. Mais la tempête ne s'est jamais calmée. Elle n'a fait que s'amplifier. Les Drexar étaient des monstres insectoïdes brutaux, dotés d'une technologie avancée et ne cherchant qu'à dominer. Ils avaient traversé 3 secteurs en 4 années galactiques, et personne, pas même les guerriers Break, ne les avait ralentis. C'est alors que les rumeurs commencèrent à circuler. Un vaisseau de guerre d'une race oubliée. Un vaisseau construit pour une seule chose, détruire. Les humains avaient disparu depuis des décennies. Officiellement, c'étaient des primitifs indociles, animés d'un amour inquiétant pour le chaos. Officieusement, on les craignait. La rumeur disait qu'ils avaient été exclus de l'accord galactique pour leur refus de désarmer. Ils appelaient cela de la sécurité. Le Conseil appelait cela de la folie. Les humains ne se contentaient pas de se battre, ils y prenaient plaisir. Et ainsi, l'humanité disparut de la mémoire galactique, jusqu'à la bataille de Kirill IV. Kirill IV était une planète commerciale de niveau intermédiaire, sans plus. Mais c'était stratégique, et lorsque le Drexar est descendu, le Conseil n'a même pas pris la peine d'envoyer de l'aide. L'opération était déjà terminée. Mais cette nuit-là, le ciel a changé. Les drones de surveillance du Conseil ont tout filmé. Le vaisseau mère Drexar, aussi gros qu'une petite lune, planait au-dessus de la planète, ses canons luisant d'énergie avant le tir. En contrebas, des civils hurlaient, tentant d'atteindre des bunkers souterrains. Puis les scanners s'éteignirent, l'espace d'une seconde. Puis de nouveau, et soudain, une indication. Vaisseau classifié détecté. Aucune origine, aucune identification du Conseil, rien, jusqu'à ce qu'il se démasque. Il était long, noir et silencieux, sa silhouette fendant l'espace comme une lame. Pas de couleur criarde, pas de signaux de traduction, juste un nom gravé dans l'acier balafré sur la coque. HSS Vengeance. Le vaisseau Drexar marqua une pause, probablement confus. Puis il chargea. Le vaisseau humain n'attendit pas. Il tira, un seul coup, mais pas d'arme du Conseil. C'était différent. Dense, brûlant, avec un bruit qui faisait trembler les os, même à travers le vide. Le genre de puissance de feu qu'on ne maîtrise pas, celle qu'on enfouit au plus profond des lois militaires oubliées. Le vaisseau Drexar tressaillit, ses boucliers se brisèrent comme du verre, puis, à la stupeur générale, il battit en retraite. Pour la première fois dans l'histoire galactique, le Drexar prit la fuite. La vidéo devint virale. Les murmures se transformèrent en messages désespérés. Trouvez les humains, on en a besoin. S'ils ont des vaisseaux comme ça. Mais les humains ne répondent pas aux appels. Du moins, pas poliment. Le HSS Vengeance n'a pas envoyé de message. Aucun contact. Aucune communication. Il a simplement disparu dans le noir. Les Drexar se sont regroupés. Ils ont frappé 2 fois plus fort sur Goron Prime, essayant d'enterrer la honte. Une autre planète disparue. Mais quelque chose avait changé, maintenant. La peur. La galaxie n'avait jamais vu les Drexar craindre quoi que ce soit, mais ils craignaient ce vaisseau. Et ce que le Conseil ignorait, ce que personne ne savait, c'est que le Vengeance n'était pas seul. Il était le premier. Les humains observaient. Ils avaient observé. Et maintenant, ils revenaient. Les Drexar n'étaient pas habitués à perdre. Surtout pas face à un vaisseau d'une espèce qu'ils croyaient éteinte ou trop primitive pour avoir de l'importance. Mais après Kirill IV, quelque chose changea dans leur ruche. Leurs stratèges, ces cerveaux télépathiques grotesques suspendus dans des réservoirs de nutriments, cessèrent de sous-estimer l'humanité. Ils commencèrent à planifier pour elle. Pour les Drexar, la peur n'était pas une émotion. C'était une alarme dans l'esprit de la ruche. Un signal qui lançait une menace imprévisible. Et l'imprévisibilité était quelque chose que les Drexar ne pouvaient contrôler. C'est ce qui la rendait dangereuse. L'Overmind, perché en orbite au-dessus des restes brisés de Goron Prime, convoqua tous les éclaireurs, drones et créatures de guerre survivants au secteur 12, où se trouvait Kirill IV. Les ordres étaient simples. Pister le vaisseau de guerre humain, analyser, capturer, disséquer. Ils avaient même amené les Reavers, des assassins Drexar génétiquement modifiés,
créé pour une seule chose, traquer les menaces rares. Mais les humains étaient déjà partis. Dans la zone morte, au-delà de l'espace réglementé par le Conseil, le HSS Vengeance dérivait dans l'ombre d'une lune brisée. À l'intérieur, il n'avait rien à voir avec les vaisseaux du Conseil, avec leurs courbes douces et leur éclairage ambiant. La Vengeance était faite d'acier, de fils, de cicatrices de bataille et de lumière vacillante. L'air exhalait une légère odeur de circuits brûlés et de sang, et en son cœur siégeait le commandant Linvale. Elle n'était ni diplomate, ni politicienne. Elle avait été forgée par la guerre, issue de la dernière génération de soldats terrestres avant leur disparition. Elle avait été séparée de la dernière génération de soldats terrestres avant leur disparition. Ses yeux étaient fatigués, sa voix rauque à cause d'années d'air recyclé et de trop de mauvais souvenirs. Mais ses mains, d'une immobilité mortelle. Elle regarda à nouveau les enregistrements de Kirill IV, non par fierté, mais par calcul. Le tir qui avait transpercé le bouclier du vaisseau mère Drexer provenait de leur prototype de noyau de rail. Il ne leur restait que 2 balles. « Des nouvelles de la Terre » demanda-t-elle. Son officier tactique, Jean, leva les yeux de la console. Toujours le silence radio. Le QG ne répondait pas aux transmissions du Conseil. Aucun changement. Val renifla. Bien sûr que non, comme d'habitude. C'était le propre de l'humanité. Lorsque le Conseil les a chassés il y a des décennies, les humains n'ont pas supplié de rester. Ils ont disparu, éteint toutes les balises, sans laisser de traces. Ils avaient conclu un pacte. Si la galaxie ne voulait pas d'eux, alors elle pourrait survivre sans eux. Mais la galaxie n'avait pas survécu. Les traités de paix du Conseil valaient moins que les étoiles près desquelles ils flottaient. Chaque espèce avait désarmé, s'était affaiblie, avait troqué ses armes contre la philosophie. L'humanité, elle, ne les avait pas fait. Pas complètement. Val se leva et se dirigea vers la fenêtre du pont de commandement. Dehors, les étoiles scintillaient froides et lointaines. Quelque part, là-bas, la Terre tournoyait encore, observait toujours. Mais même elle ne savait pas exactement où, et elle ne rentrait pas. Pas encore. Commandant, dit soudain Jean d'une voix pressante. On a un signal. Plusieurs vaisseaux abandonnent la distorsion signature Drexar. Fal serra les mâchoires. Combien 14. Pas de vaisseau mère, mais un de classe River. Point de reconnaissance important. Elle sourit. Ils envoient des chiens pour nous repérer. Des ordres qu'ils nous repèrent. La vengeance ne se dissimula pas cette fois. Elle resta visible, comme un appât en plein champ. Les vaisseaux de guerre Drexar s'approchèrent, armes chargées. L'un d'eux lança un signal d'alerte en code standard. Reposez-vous, préparez-vous à la capture. Val se pencha sur le système de communication. Jean, fais passer le message. Il cligna des yeux. Quel message? Celui que j'ai enregistré après Kirill IV. Il hocha la tête et tapota quelques touches. Une voix humaine déformée résonna sur le champ de bataille, furieuse, fatiguée et claire. Pour le maître esprit Drexar, tu voulais conquérir. Tu aurais dû vérifier sous le lit avant de réveiller le monstre. Tu veux la guerre? Tu viens de la trouver. Et puis elle coupa les communications. Feu, dit Val. La vengeance s'alluma. Le deuxième round du Railcorps hurla à travers l'obscurité et s'écrasa sur le vaisseau Drexar River, le coupant en deux comme un melon sous un marteau. L'onde de choc en déchira 2 autres. Les vaisseaux restants se dispersèrent, mais Val ne les poursuivait pas. Elle n'avait pas les munitions nécessaires. Elle voulait qu'ils fuient, qu'ils fassent leur rapport et informent le maître-esprit. Les humains n'étaient pas simplement de retour, ils étaient en chasse. Les Drexar ne se retiraient pas souvent, ce n'était pas dans leur nature. Mais lorsque les restes fracturés de leur flotte de reconnaissance revinrent péniblement à l'Overmind, quelque chose se modifia à nouveau au sein de la ruche. Cette fois de manière plus urgente, plus chaotique. Les humains étaient réels, dangereux et pire encore, imprévisibles. L'Overmind déclencha un ordre d'urgence pour ses groupes de flotte. Il interrompit la vague d'assaut planétaire suivante et concentra toute sa puissance de calcul sur une seule question: où étaient passés les humains pendant toutes ces années? Cette réponse ne figurait dans aucune archive du Conseil. Elle ne figurait sur aucun journal de route commerciale, ni sur aucune carte d'alliance. L'humanité n'avait pas simplement disparu. Elle s'était ensevelie sous les mythes et la peur. Même le Conseil ignorait ce qui s'était réellement passé. Il supposait que l'humanité s'était fracturée, peut être même éteinte après leur exil. Mais la vérité, elle était cachée sur une petite planète calcinée, aux confins d'un système inconnu, la Terre. Sous des couches de poussière et de silence,
La Terre avait évolué en secret. Après avoir été exilés par le Conseil, les dirigeants humains prirent une décision brutale. Conseil, les dirigeants humains prirent une décision brutale. Ils coupèrent toutes les communications, brûlèrent les satellites, coupèrent les relais spatiaux. Ils ne voulaient pas être retrouvés, pas avant d'être prêts. Et ils l'étaient devenus. La surface de la Terre était un désert. Volontairement, un leurre, un message pour tout observateur curieux que l'humanité s'était effondrée. Mais enfoui profondément sous d'anciens continents, dans des cavernes renforcées d'acier au neutronium, se trouvait le berceau, un complexe souterrain qui s'étendait sur la moitié d'un hémisphère. Ici, l'humanité prospérait. Elle s'entraînait, faisait des recherches, construisait des armes que même le Conseil n'aurait pu imaginer. Elle construisait des vaisseaux de guerre comme le Vengeance. Peu nombreux, certes, mais mortels. Et surtout, elle se souvenait. Chaque attaque Drexar à travers la galaxie avait été surveillée, cataloguée, analysée. L'humanité n'avait jamais vraiment disparu. Elle avait observé dans l'ombre, fabriquant des armes, le reste de la galaxie se désarmant au nom de la paix. Elle savait que ce jour viendrait. Le jour où un Drexar percevrait la faiblesse et s'en prendrait à tout. Et maintenant, ce jour était arrivé. À l'intérieur du berceau, les plus hauts responsables de l'armée secrète de la Terre se tenaient autour d'une table lumineuse, les yeux rivés sur une simulation de la galaxie. Les zones rouges, territoires occupés par les Drexar, se propageaient comme un virus. Mais maintenant, clignotant au milieu du noir, un petit point bleu apparaissait. La vengeance. Le commandant Val avait établi le contact, annonça le général Reeves. C'était un vieux faucon de guerre aux poumons cybernétiques et à la moitié du visage en chrome de guerre. Engagement réussi? Elle envoya le message. Et le Conseil? Demanda la ministre Tari, responsable de la diplomatie stratégique, bien que la diplomatie ne soit plus d'aucune utilité depuis longtemps. La diplomatie, bien que la diplomatie ne soit plus d'aucune utilité depuis longtemps. Toujours silencieux, dit Reeves, ou trop effrayés pour admettre qu'ils ont besoin de nous. Un silence, puis Tari se pencha en avant, la voix basse. Il est temps, n'est-ce pas? Reeves hocha la tête. Oui, plus d'ombre, plus de dissimulation. Les Drexar se sont battus contre la mauvaise espèce. Activez la flotte. Aussitôt, des alarmes retentirent doucement dans le berceau. Des hangars de la taille de ville s'animèrent. D'immenses navires de guerre, longtemps considérés comme détruits ou détruits, furent remis sous tension, leurs cœurs vrombissant comme des dieux endormis s'éveillant. Un à un, les noms s'allumèrent sur un écran géant au-dessus du pont des opérations. HSS Rétribution, HSS Warlord, HSS Ghost-Hammer, HSS Final Dawn et des dizaines d'autres. Chaque vaisseau était piloté par l'élite de la Terre. Des soldats entraînés non pas à la défense, mais à la guerre d'extinction. Ce n'étaient pas des soldats de la paix, c'étaient des Avengers. Pendant ce temps, le commandant Val, à bord du Vengeance, recevait un signal crypté prioritaire. Elle lut les mots clignotants et sentit son estomac se nouer. Non pas de peur, mais d'impatience. Tu n'es plus seul. Flotte en route. Elle se laissa aller dans son fauteuil, un sourire étincelant aux lèvres. Voyons comment les Drexar géreront le deuxième round. Mais là-haut, dans les étoiles, les Drexar ne restaient pas inactifs. Le surmental avait déjà modifié sa stratégie. Plus d'éclaireurs, plus de sondages. Il déploierait toute sa puissance, toute ruche, tout vaisseau. Il envahirait la Terre avant que les humains ne puissent se rassembler. Car au plus profond du collectif Drexer, une peur qu'ils n'avaient jamais connue s'était enracinée. Le genre de peur que seuls les humains pouvaient inspirer. L'espace n'avait jamais été silencieux, mais maintenant, il hurlait. Les capteurs de la galaxie s'allumèrent tandis que les Drexar avançaient. Des milliers de vaisseaux de guerre surgirent des failles du vide. Des trous de verre dans l'espace qu'ils avaient creusés grâce à l'énergie volée aux étoiles mourantes. Ce n'étaient plus des flottes d'éclaireurs, c'étaient des ruches d'extermination. Leur cible n'était pas un monde conseil. Ce n'était pas une plaque tournante commerciale. C'était la Terre. Le maître esprit avait appris que l'humanité n'était pas une espèce oubliée s'accrochant à une technologie ancestrale. Ils avaient planifié, évolué et s'étaient entraînés en vase clos. Et maintenant que la vengeance du HSS les avait à nouveau démasqués, la conscience collective était arrivée à une conclusion, éliminer la source avant qu'elle ne se propage. Les Semdrexar approchaient tel un raz-de-marée d'acier vivant, implacable, implacable, et d'une ampleur inimaginable. Mais il était déjà trop tard. La lune de la Terre se décala, ce n'était plus une lune.
Elle ne l'était plus depuis que les humains l'avaient transformée en Luna Base 1, une forteresse orbitale défensive camouflée. Sa surface s'était fendue, révélant d'énormes batteries d'armes. Des continents entiers de silos à missiles automatisés se mirent en place. Des profondeurs de la Terre, des dizaines de vaisseaux de guerre furent lancés, cachés depuis des décennies, occultés, attendant ce moment. Ils n'étaient pas aussi imposants que les vaisseaux de la ruche Drexar. Ils n'en avaient pas besoin. C'étaient des vaisseaux humains, chacun conçu pour percer des trous dans les corps célestes. Chacun piloté par des gens qui ont grandi en s'entraînant pour cela. L'un piloté par des gens qui ont grandi en s'entraînant pour cela. Le commandant Val, maintenant flanqué de 2 autres croiseurs humains, reçut ses ordres de combat, retarder l'essaim jusqu'à l'arrivée de la flotte terrestre principale. Génial, marmonna-t-elle en tapotant la console fissurée. 3 vaisseaux contre une peste spatiale. Plus de chance que d'habitude, sourit Jean. Le Vengeance se tourna vers l'avancée des Drexar. Avec ses noyaux de rail rechargés et ses condensateurs d'armes à pleine charge, il plongea droit dans le noir. Le premier vaisseau Drexar à les engager, un harvester aux ailes tranchantes, ne fit même pas feu. Le noyau du Vengeance lui brûla le thorax d'un trou de fusion. 2 autres surgirent de tribord, cria Jean. « Laissez-les faire », répondit Val. Les 2 vaisseaux de soutien humain, le HSS Emberclaw et le HSS Warden, démarrèrent et transpercèrent le flanc ennemi. La conception des vaisseaux humains privilégiait la force brute et la manœuvrabilité. Ils ne dansaient pas dans l'espace comme les vaisseaux du Conseil. Ils se bagarraient, ils brutalisaient. Les Drexar n'étaient pas habitués à être frappés aussi durement. L'un de leurs vaisseaux ruches, hérissé de tourelles canonnées et de perforateurs acides, lança un assaut massif sur l'atmosphère terrestre. Mais il n'atteignit jamais son objectif. Depuis Luna Base 1, la lance céleste s'activa. Prototype d'arme à rail orbital, elle était capable de tirer une tige de tungstène solide à la moitié de la vitesse de la lumière. Un seul tir suffisait. La lance traversa l'espace, frappa le vaisseau ruche en plein centre et ne s'arrêta plus. Elle poursuivit sa route, déchirant 2 autres vaisseaux Drexar avant de disparaître dans l'espace profond. Résultat, 3 vaisseaux détruits et le silence régnait dans le réseau neuronal de l'essaim. Une pause soudaine, un vide, une émotion, la confusion, la peur. En bas, sur le pont de commandement de la Terre, le général Reeves observait la bataille se dérouler. Son instinct de guerre lui criait « Déployez la flotte au complet », ordonna-t-il. « À toutes les unités, finis les secrets. On y va fort », ordonna-t-il. « À toutes les unités, finis les secrets. On y va fort ». Sur Terre et en orbite, une centaine de vaisseaux de guerre se lancèrent dans la bataille. Ni camouflage, ni furtivité. Leur arrivée fut un coup de tonnerre dans l'espace. Une pluie de feu tombait des étoiles. Les vaisseaux humains ne planaient pas. Ils chargeaient. Au sein de l'essaim, quelque chose vacillait. Le surmental Drexer recalcula. L'humanité n'était plus isolée. Elle n'était plus fracturée. Elle était unie, disciplinée, et pire encore, elle savait comment gagner. Il envoya un signal de détresse sur son réseau, un signal destiné uniquement à l'antique Warcast Drexer. Étant si violent, il avait été enfermé à l'écart de sa propre ruche, de peur qu'il ne dévore l'essaim lui-même. Le surmental s'en fichait désormais. Il préférait risquer son propre effondrement plutôt que de perdre face aux humains. Mais les humains n'en avaient pas fini pour autant. Le HSS Rétribution, le plus grand vaisseau de guerre terrestre, se mit en orbite. C'était la taille d'une petite ville, sombre comme un vaisseau funéraire, avec un seul mot qui brillait sur son flanc blindé. Plus jamais. Le commandant Val le vit apparaître sur ses lunettes et murmura « Tiens, tiens, on dirait que ces vieux salauds ont amené l'artillerie lourde. » Les Drexar étaient venus détruire la Terre. Mais la Terre n'était plus une planète. C'était une arme. Il venait du vide entre les étoiles. Les anciens. Le dernier pari des Drexer. Le sort de la guerre. Même le surmental trembla lorsqu'il les réveilla. Non pas par peur. La peur était un luxe qu'ils ne possédaient pas, mais par une logique froide et rucheuse. Ce n'étaient pas des vaisseaux. C'étaient des armes vivantes, créées lors des premières conquêtes des Drexar, à l'époque où la galaxie brûlait encore des cendres de leurs premières victimes. Elles n'avaient ni nom, ni langage, juste un ordre, détruire. Alors que la plupart des vaisseaux Drexar ressemblaient à du métal déchiqueté fusionné avec de la biotechnologie, les vaisseaux Warcast étaient tout autre chose, vivants à tous égards. Chacun était une bête biomécanique colossale, de la taille d'une lune, enveloppée de muscles,
d'une armure osseuse et d'une peau d'encre du vide aux couleurs surnaturelles. Des yeux palpitaient le long de leur coque, leurs membres griffaient l'espace lui-même, tandis qu'ils se déplaçaient. En eux vivaient les instincts les plus anciens et les plus violents de l'essaim. Et maintenant, ils fonçaient sur la terre. Sur le pont de commandement du HSS Rétribution, le général Reeves observait les scanners longue portée et resta silencieux un long moment. Autour de lui, les officiers s'agitaient nerveusement. Même les vétérans les plus endurcis fixaient les relevés, le visage pâle. « Sommes-nous en présence d'une planète ?» demanda finalement l'un d'eux. « Non, répondit Reeves d'un ton sec, ce n'est pas une planète, c'est un monstre. » Dans toute la flotte, l'état de préparation au combat fut atteint à son maximum. Les matrices de boucliers se chargèrent, les canons se bloquèrent en mode cible, et tous les vaisseaux humains se repositionnèrent en un arc de cercle massif autour de l'orbite terrestre. Le plan était simple, tenir le cap. Mais personne ne sous-estimait ce qui allait arriver. Le commandant Val, temporairement amarré aux rétributions, se tenait aux côtés de Reeves, observant le flux vidéo tandis qu'un des guerriers traversait un champ d'étoiles tel un serpent de l'enfer. Il ne se déforma pas. Il déchira l'espace, mâchoire en avant, hurlant sur des fréquences inaudibles. « Monsieur » appela Jean depuis le Vengeance, toujours en orbite. Les Drexar venaient de larguer un de leurs vaisseaux. Le sort de guerre l'avait dévoré. Val siffla entre ses dents. Même l'essaim ne peut les contrôler. Ils ne le veulent pas, murmura Reeves. Ils veulent juste que la Terre soit détruite avant que les humains n'unissent la galaxie. Et c'est exactement ce qui avait commencé à se produire. À travers l'espace du Conseil, des espèces extraterrestres qui avaient autrefois tourné le dos à l'humanité observaient la défense de la Terre avec incrédulité. Certaines envoyaient des messages, d'autres des vaisseaux. Rien de coordonné encore. Mais quelque chose était en train de changer. La galaxie commençait à se ressaisir. Mais la Terre ne pouvait pas attendre, pas avec ces choses en approche. Alors que la première entité Warcast approchait de son orbite, le réseau de défense planétaire de la Terre tira tout ce qu'il pouvait. Canons électriques, barrages de plasma, lances IM, mais rien ne la ralentit. La créature se tordit au milieu de l'espace, absorbant l'énergie à travers les couches de chair du vide et ripostant. Ni missile, ni laser. Elle rugit, un grondement subspatial profond qui fracassa 2 vaisseaux humains de l'intérieur. Le Vengeance, toujours en orbite basse, faillit être touché. L'intégrité de la coque tomba à 40 et 1%. À l'intérieur, des étincelles jaillirent tandis que les consoles étaient surchargées. Jean fut projeté contre le mur, la joue ruisselante de sang. Val serra les dents et frappa du poing le panneau. « Relancez-nous !» Un autre cri du Warcast, et l'une des tours orbitales terrestres se brisa en deux, une pluie de métal et de feu s'abattant sur le Pacifique. Puis vint le moment du Rétribution. Cible verrouillée, appela l'officier d'artillerie. Reeves donna l'ordre. Le canon principal du Rétribution tira son noyau de jugement, une coque à fusion ultra dense enrobée de mousse quantique. Le recul à lui seul fissura une partie de sa colonne vertébrale arrière. Mais le résultat, l'impact. Le Warcast hurla de nouveau, mais cette fois de douleur. Une véritable douleur. L'obus lui déchira 3 membres et s'enfonça profondément dans son torse, où il commença à exploser de l'intérieur. La créature se débattit, entraînant dans sa gravité des débris et même des vaisseaux Drexar plus petits. Mais elle ne mourut pas. Elle se tourna simplement, droit vers la terre, droit vers le châtiment. Il approchait, et cette fois, il ne rugissait pas. Il chargeait. Val s'avança. « Ramène-moi à bord du Vengeance. Il nous reste encore le dernier noyau de rail. » Reeves la regarda. « Ce truc est un cauchemar. Tu ne survivras pas à ce voyage. » Elle eut un sourire narquois. Elle n'en avait pas l'intention. Il marqua une pause, puis hocha la tête avec raideur. « Fais en sorte que ça compte. » Le Vengeance avançait péniblement en orbite basse, la coque calcinée, un moteur vacillant comme une étoile mourante. Tous les systèmes gémirent tandis que le commandant Val remontait sur la passerelle, du sang coulant sur son avant-bras, les yeux rivés sur l'ombre grandissante devant lui. L'entité Warcast était si massive qu'elle bloquait le soleil. Tous les capteurs hurlaient des avertissements. Elle n'était pas seulement vivante, elle était en colère. Des morceaux de vaisseaux Drexer déchirés flottaient encore autour de ses membres, tels des trophées de l'essaim qu'il dévorait. La flotte terrestre continuait de tirer, le martelant avec toutes les armes à sa portée, mais il continuait d'avancer. Sa chair se régénérait, ses os se déplaçaient en plein vol, ses yeux clignotaient selon des motifs indéchiffrables.
Il se dirigeait droit vers le châtiment. « Où en sommes-nous avec la puissance du noyau ferroviaire ?» demanda Val en s'asseyant dans son siège de commandement. Jean s'essuya le sang sur le front, la voix tremblante. « On a juste assez de charge pour un tir, c'est tout, acquiesça-t-elle. Comme ça, on ne rate pas. » Commandant, hésita-t-il. « Si on tire si près, le recul pourrait nous déchirer en deux. » Voile ne broncha pas. « Si on ne tire pas, cette chose déchire la terre en deux. » La vengeance avança, mobilisant toute son énergie pour accélérer. Ils avaient besoin d'une ligne de vue pour tirer, et cela signifiait s'approcher dangereusement, trop près. À l'intérieur du Warcast, d'anciens systèmes biologiques réagirent. Des épines surgirent de ses flancs. Des canons à chitine s'allumèrent, prêts à tirer. « Arme en approche !» hurla Jean. Val ne broncha pas. Bouclier complet en avant, plongeur, déroutement de tous les systèmes non essentiels. « Tu parles de système de survie ?» Oui, la vengeance déferla sur le champ de débris. Une capsule Drexar leur arracha l'aile, une autre explosa contre leur bouclier. Le feu fit rage sur le pont inférieur, mais personne ne s'arrêta. Tous les membres de l'équipage savaient de quoi il s'agissait. Ce n'était pas une mission, c'était une attaque suicide. « Verrouillé !» Jean allaita. « On a une chance. » Val se releva. L'œil central de la créature s'ouvrit grand, sa pupille luisant comme une singularité. Elle sentait qu'il la regardait. Pas le vaisseau, mais elle. Elle se pencha sur les communications, envoya un dernier message au châtiment. Le commandant Val du HSS Vengeance, enclenchant le tir final. Si ça ne marche pas, brûlez tout. Ne laissez pas cette chose atteindre la terre. Puis elle se tourna vers Jean. Feu. Le noyau du rail hurla. L'arme puisa l'énergie de la colonne vertébrale du vaisseau, fissura le pont, plia la structure du Vengeance presque en deux, puis lança une balle de ferromasse solide enveloppée de magnétoplasma, une arme si dense qu'elle faillit briser la gravité sur son passage. La balle frappa le Warcast à mort en plein œil. Un silence s'ensuivit. Pas le genre paisible, mais celui qui survient juste avant une explosion. Puis il frappa. L'œil se brisa comme du verre fragile. À l'intérieur, l'énergie jaillit comme une supernova prisonnière d'une cage. La bête se débattit, hurlant sur toutes les fréquences connues. Des éclairs jaillirent de ses membres. Son corps replié sur lui-même, comme une étoile mourante s'effondre sur elle-même. « Sortez-nous d'ici » hurla Val. « Les moteurs sont grillés. Ils ne s'en sont pas sortis, pas complètement. L'onde de choc les a frappés de plein fouet. La vengeance a filé, s'est envolée, la coque s'est déchirée. La dernière chose que Val a vue, ce sont les flammes qui s'étendaient jusqu'au pont, puis l'obscurité. De retour sur Terre, le châtiment a suivi les signes vitaux du Warcast, le peu qu'ils en comprenaient. Et après 30 secondes d'agonie, la ligne est morte. L'entité Warcast était morte. L'humanité avait accompli ce qu'aucune espèce dans la galaxie n'avait réussi à faire. Elle avait tué un dieu. Les communications du châtiment s'allumèrent, grésillantes. Une voix confuse perça. « Sip, le commandant Val est-il toujours en vie ?» L'équipage de la passerelle se tut. Reeves se pencha, le cœur battant la chamade. « Répétez, est-elle en vie ?» Le signal crépita, puis se clarifia. « Toujours en vie. Le vaisseau est parti. Mais pas moi. » Contre toute attente, Val avait survécu. Une seule capsule de sauvetage flottait parmi les décombres du Vengeur, brûlée, tordue, mais intacte. Les humains l'ont récupérée. Elle s'est réveillée des heures plus tard dans une infirmerie. Des tubes dans les bras, la douleur dans chaque cellule de son corps. Reeves était assis à proximité, l'expression indéchiffrable. « Tu l'as fait ?» dit-il doucement. Val grimaça. « Je t'avais dit que je ne raterais pas. » Puis elle s'évanouit à nouveau. Et dehors, au-dessus de la terre, les étoiles étaient silencieuses. Pour l'instant, le Warcast était mort. Les étoiles s'étaient tues. Mais le silence n'a jamais signifié la paix. Cela signifiait simplement que tout le monde écoutait. Quelques heures après l'attaque finale de la Vengeance, le Conseil galactique, autrefois silencieux, revint précipitamment à la table des négociations, tels des diplomates paniqués après une bagarre de bar qu'ils prétendaient n'avoir jamais déclenchée. Des signaux creux affluèrent dans les systèmes extérieurs de la Terre. Des appels à la négociation, des offres de soutien, des excuses soigneusement formulées qui dansaient autour de leur décennie d'abandon. La Terre ne répondit à rien. Elle n'y était pas obligée. Car la galaxie venait d'assister à ce qu'aucun traité, aucune alliance, aucune résolution diplomatique n'avait jamais accompli. Un groupe de guerre Drexer était tombé, non pas par les forces du Conseil, ni par miracle, mais par une espèce oubliée qu'ils avaient qualifiée de trop agressive pour s'intégrer.
Désormais, ces mêmes agresseurs étaient la seule raison pour laquelle la moitié de la galaxie subsistait. Le commandant Val, toujours en convalescence dans l'infirmerie du Rétribution, se réveilla et trouva sa chambre remplie d'officiers. Dans l'infirmerie du Rétribution, je me suis réveillé, et j'ai trouvé ma chambre remplie d'officiers. Le général Reeves se tenait près de la porte, les bras croisés, la mâchoire serrée. Elle cligna des yeux à travers le brouillard des analgésiques. « Quoi, pas de fleurs ?» dit-elle d'une voix rauque. « Vous avez 37 espèces qui demandent des entretiens, » dit Reeves d'un ton sec, « et le Conseil veut vous offrir sa plus haute distinction. » Reeves dit sèchement, « Et le Conseil veut vous offrir sa plus haute distinction. » Val essaya de se redresser, mais grimaça. « Ils peuvent se faire foutre ? Je n'ai pas sauvé la galaxie pour une pins dans un discours. On s'attendait à ce que vous disiez ça. Et le Drexer ?» Le visage de Reeves s'assombrit. Le reste de l'essaim se retire. Ce tir au cœur du rail a fait plus que tuer un groupe de guerriers. Il les a effrayés. Pour la première fois de leur histoire, ils battent en retraite, se réorganisent. Val plissa les yeux, ce qui signifie qu'ils reviendront. Reeves hocha la tête. Avec plus. Pire encore. Elle expira lentement. Alors, il faut être prêt. C'était la nouvelle conversation. Non pas que l'humanité puisse se défendre, mais qui mènera la galaxie à la guerre. Dans l'espace du Conseil, l'agitation grondait. Des espèces autrefois fidèles au Conseil avaient commencé à envoyer des émissaires sur Terre. Offres commerciales, alliances militaires. Les guerriers Prak proposèrent même un entraînement commun au combat, admettant publiquement que les humains les avaient surpassés. Petit à petit, la crédibilité du Conseil s'effondrait, et à sa place, l'humanité s'élevait, non pas en conquérant, mais comme le dernier rempart fiable entre la survie et l'extinction. Au commandement de la Terre, les débats commencèrent. Certains dirigeants voulaient saisir l'occasion, dissoudre complètement le Conseil et former une coalition galactique dirigée par les humains. D'autres mettaient en garde contre la répétition des erreurs des anciens empires. Val fut convoqué au Conseil de guerre 3 jours après son réveil. Son corps la faisait encore souffrir. Son bras gauche était enveloppé d'un bandage neurologique, et chaque pas lui faisait hurler les côtes. Mais lorsqu'elle entra dans la salle, tout le monde se leva. Même Reeves, elle ne perdit pas de temps. « Nous ne sommes pas des politiciens, dit-elle. Nous n'avons pas besoin de médailles, et nous ne sommes pas là pour agiter des drapeaux. Nous sommes toujours en guerre. » Un écran s'alluma derrière elle, montrant les derniers scans de l'espace lointain. 3 autres relevés de Warcast, tous en mouvement, tous affamés. Les Drexers n'ont pas fini. Ils apprennent, évoluent. Le maître-esprit ne commettra pas 2 fois la même erreur. Le silence se fit dans la salle. Elle s'avança, la voix plus forte. Si la galaxie veut la paix, elle devra se battre pour elle. Ni par des traités, ni par le silence, mais par l'action. La Terre a été seule et a gagné. Imaginez ce que nous pourrions accomplir ensemble. Reeves s'avança à ses côtés. Reeves s'interposa à ses côtés. La question n'est plus de savoir qui dirige, mais qui est encore prêt à se battre. Ce jour-là, des messages de factions extraterrestres inondaient les communications. Pas seulement des messages de soutien, mais aussi des demandes d'enrôlement. Des pilotes de Toseti, des stratèges d'Oran et même des transfuges du Conseil offraient des renseignements. Pour la première fois, l'humanité n'était plus lucidée. Elle était au centre, mais quelque part, bien au-delà de l'espace cartographié, dans les mondes ruches cachés des Drexers, le maître-esprit avait commencé à créer quelque chose de pire que le Warcast. Quelque chose de plus grand, quelque chose destiné à effacer non seulement la Terre, mais aussi son souvenir. Et cela était déjà en marche. Le maître-esprit avait une dernière carte à jouer. Dans le vide froid et ancien au-delà de l'espace cartographié, où les soleils s'éteignaient sans jamais avoir été nommés, il réveilla son cauchemar le plus profond, la seule arme qu'il avait scellée, même à lui-même. On l'appelait l'étoile creuse. Ni un vaisseau, ni une bête, ni même un sort de guerre. C'était une ruche de la taille d'une planète, construite en secret au fil des millénaires, enveloppée de chair vivante de Drexer et d'armures fusionnées avec les vestiges de civilisations consumées. À l'intérieur, des milliards de soldats endormis palpitaient sous une croûte noircie, tandis que son cœur brûlait grâce au réseau neuronal d'une centaine de fragments surminés, assemblés en un dieu singulier et pensant. L'étoile creuse ne se déplaçait pas comme une flotte, elle dévorait des systèmes, et elle se dirigeait droit vers la Terre. Sur Terre, les alarmes de guerre retentirent sur tous les continents pour la première fois depuis le premier exode. Le Rétribution et ce qui restait de la flotte
avaient déjà réduit leurs effectifs de moitié après la bataille de Warcast. Et pourtant la nouvelle menace était d'une ampleur bien plus grande. Mais cette fois, l'humanité n'était pas seule. En orbite terrestre, une flotte d'un nouveau genre s'était rassemblée. La bannière ne portait pas le drapeau de la Terre. Elle ne portait pas non plus celui du Conseil. Elle arborait un symbole nouvellement créé, une étoile blanche traversée d'une ligne rouge, signe de la résistance unifiée. Les humains, Bruk, Oran, une douzaine d'autres espèces, autrefois divisées, ne formaient plus qu'une. Plus besoin de se cacher, plus besoin d'attendre. Au centre de la formation, le commandant Val se tenait à nouveau sur une passerelle reconstruite du Vengeance 2, son ancien équipage à ses côtés. Le vaisseau d'origine avait brûlé, pas lui. Et maintenant, c'était elle qui dirigeait toute la galaxie. Elle ouvrit les communications avec la flotte alliée. Voici le commandant Val. Vous avez tous vu ce qu'ils ont fait. Des planètes ont brûlé, des gens ont été anéantis. C'est notre dernier combat. Mais il ne s'agit pas de la Terre. Il s'agit de l'idée qu'aucune espèce ne peut être anéantie sans combat. Nous traçons la ligne ici. Nous la maintenons maintenant. Leur faire regretter d'avoir cru que nous resterions silencieux. L'étoile creuse a émergé de l'espace obscur aux confins du système solaire, éclipsant la lointaine lumière de Neptune. Même à des millions de kilomètres de distance, sa présence était écrasante. Des vrilles de la taille d'une planète s'étendaient vers l'extérieur. La foudre rampait le long de sa croûte comme des veines. Elle parlait à chaque esprit qu'elle touchait, extraterrestre, humain, synthétique, avec un seul ordre résonnant, soumettez-vous. Mais personne ne le fit. La résistance le frappait de toutes ses forces, mais personne ne le fit. La résistance l'attaqua de toutes parts, vague après vague de tirs coordonnés, du corps du jugement du châtiment aux lances à plasma de Breck, en passant par les toiles IEM extraterrestres qui crépitaient sur son bouclier. L'étoile creuse riposta en ouvrant grand ses mâchoires. Des vaisseaux disparurent, des dizaines en un clin d'œil. Des escadrons entiers furent engloutis, mais ils continuèrent le combat. Val mena une formation de freinage directement vers le noyau. « Cette chose n'est pas vivante », dit-elle à son équipage. « Ce n'est même pas une planète, c'est un tombeau. Enterrons-le. » À l'intérieur de l'étoile creuse, les pensées collectives de l'Overmind commencèrent à se fracturer. Ils ne s'attendaient pas à une résistance d'une telle ampleur, pas de leur part. Les humains, les irrationnels, les têtus, ceux qui, lorsqu'on leur a dit de mourir, se sont levés et ont dit non. Et puis, telle une pulsation dans l'espace, la Terre a agi comme par magie. Un prototype d'arme longtemps gardé en réserve. Une arme de sécurité. Un cadeau d'un scientifique mourant qui avait un jour averti le Conseil qu'il regretterait d'avoir ignoré l'espèce primitive. La seule lance. Une arme à rayon alimentée par la couronne solaire. Le tir s'est déclenché. À travers l'ouverture créée par l'escouade d'attaque de Val dans le Vengeance 2, le rayon a percé le cœur neuronal de l'étoile creuse. Le retour d'énergie a traversé l'espace tandis que des fragments surminés commençaient à s'effondrer sur eux-mêmes. La bête a hurlé, non pas en audio, ni en son, mais dans des distorsions gravitationnelles qui ont courbé la lumière et l'espace autour d'elle, puis elle a implosé. L'étoile creuse s'effondra, s'effondrant comme un soleil mourant, disparaissant dans une gueule noire qu'elle avait elle-même créée. Le silence s'installa. Un véritable silence. Pas de Warcast, pas d'essaim. Pas de voix dans leur esprit exigeant leur reddition. Juste une galaxie observant la Terre, désormais le dernier rempart entre eux et Oblivion, et réalisant ce qui venait de se passer. Le commandant Val, ensanglanté, épuisé, se tenant à peine debout, fixait le hublot du Vengeance 2. « C'est fini », murmura Jean. Elle ne répondit pas tout de suite, fixant simplement le noir. « Non », dit-elle finalement, « ce n'est que le début, car la paix n'était pas l'absence de guerre. » C'était la promesse que si la guerre reprenait un jour, l'humanité attendrait.